Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur un des plus importants sites industriels pharmaceutiques à l'est du pays. Il s'agit du laboratoire pharmaceutique d'Hémocedes Pharma Industries qui souhaite bien sûr la bienvenue à un panel d'experts en industrie pharmaceutique, des associations, des oncologues, pharmaciens et des experts de la sécurité sociale. Aujourd'hui, nous sommes autour d'une thématique, Hémocedes nous donne l'occasion justement de débattre d'une thématique très importante et surtout d'un enjeu de santé publique très important, le cancer, et particulièrement le cancer du sein qui touche quand même une frange importante dans notre pays où on enregistre chaque année 15 000 nouveaux cas. Pour sa première rencontre avec les professionnels de la santé, Hémocedes offre aujourd'hui un débat dans la transparence complète sur l'importance des thérapeutiques contre le cancer le médicament fabriqué localement. Une large concertation et un dialogue franc constructif s'ouvrent à travers cette première table ronde sous le thème « Confiance, qualité et engagement », renforcer l'adhésion autour des anticancéreux fabriqués localement. Pour une meilleure compréhension des enjeux liés à cette pathologie et sa prise en charge, nous avons le plaisir d'accueillir parmi nous des experts en la matière pour nous en parler et nous éclairer sur les exigences de qualité, les dispositions et standards réglementaires, ainsi que l'expérience thérapeutique des anticancéreux produits localement à travers l'exemple de l'anastrozole. Le débat portera justement sur la question de savoir quel levier pour consolider durablement la confiance dans les anticancéreux produits localement. Donc, je donne la parole au directeur général, Dr Chanderly, pour un mot de bienvenue. Tout d'abord, je tiens à remercier TDM Santé qui nous permet aujourd'hui de présenter ce laboratoire. Hémocedes Pharma est un laboratoire 100% algérien, fondé et développé sur l'est du territoire, dédié à la recherche, au développement et à la production des produits anticancéreux. Aujourd'hui, nous sommes fiers de porter cette indépendance comme un symbole de souveraineté sanitaire, fiers d'avoir mis sur le territoire national une industrie de haute technologie capable de développer et de produire ses propres médicaments selon les standards internationaux avant leur mise à disposition sur le marché. Nos médicaments sont évalués dans des centres de bioéquivalence et d'études cliniques de référence où les plus grands de ce monde évaluent leurs molécules. Cette reconnaissance témoigne de notre niveau d'exigence de qualité. Mais au-delà de l'innovation, Hémocedes est porté par une mission, et celle d'assurer une continuité et une pérennité des médicaments sur place et selon des standards de qualité. Aujourd'hui, nous pouvons dire à nos professionnels de santé et à nos patients qu'ils ne dépendent plus de chaînes d'approvisionnement internationales fragiles, susceptibles d'être interrompues par des crises sanitaires, comme on l'a vu lors du Covid et aujourd'hui peut-être lors d'une éventuelle guerre qui n'est pas loin de nos frontières. Mais notez que ce laboratoire qui développe toute forme de médicaments anticancéreux dans un cadre assez particulier et selon un portefeuille en continu et en progression, intégrant les dernières innovations thérapeutiques. Nous pouvons dire aujourd'hui que l'Algérie est fière d'avoir un laboratoire capable de développer des médicaments à partir de la première étape jusqu'à la dernière, selon des standards de haute qualité. Nous sommes fiers d'être algériens, fiers de produire en Algérie et aussi fiers de participer à notre souveraineté nationale. Je vous remercie. Justement, pour en parler d'une des classes thérapeutiques indiquées aujourd'hui dans la prise en charge du cancer du sein, nous avons donc avec nous professeur Assia, donc vous êtes oncologue et vous allez nous parler un peu justement de la place actuelle des anti-aromatases dans la prise en charge du cancer du sein en Algérie. Merci Jamila, merci Dr Chanderly pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir de se retrouver ici chez Hémocedes pour parler d'une des classes thérapeutiques des cancers du sein, à savoir les anti-aromatases. C'est un type d'hormonothérapie qui existe depuis les années 90, je vais dire.
Ces molécules existent sous 3 formes, l'anastrozole, l'exémestane et l'électrozole. Elles ont toutes été génériquées à partir des années 2000, 2005, si ma mémoire est bonne. Il y avait au début une réticence dans la prescription des génériques, que ce soit par nous, les professionnels de la santé, ou bien par les patients pour les prendre. Mais actuellement, avec le temps, nous comprenons exactement le rôle des génériques dans la prise en charge des patients en général et cancéreux en particulier. Et ces génériques, comme l'a si bien dit Dr Chandali, passent par des étapes draconiennes de bioéquivalence et puis de sécurité pour une prise en charge optimale des cancers. Donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une classe thérapeutique qui existe, que vous connaissez en tant qui continue à qu'oncologue. exister, qu'elle soit utilisée seule ou en association avec d'autres molécules, comme les inhibiteurs de tyrosine kinase, comme les inhibiteurs de CDK4/6, c'est-à-dire c'est des molécules qui continuent à exister et existeront encore. Et donc aujourd'hui, il y a la fabrication locale qui s'est mise un peu dans ces classes thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, notamment en termes de qualité? Vous qui utilisez ce produit, j'imagine, quotidiennement aujourd'hui, au vu du nombre de patientes que vous recevez dans vos services. Jusqu'à ces derniers temps, nous n'avons jamais eu de problème, alhamdoulilah. C'est un produit qui est très bien toléré par nos patients. Les effets secondaires rencontrés sont les mêmes que ceux que nous avions auparavant avec les produits Princeps. Et puis, ça a facilité l'accès à la thérapeutique à un plus grand nombre de patients. Effectivement, donc, bien sûr, pour consolider cette confiance en termes de qualité, un des leviers les plus importants qu'on peut développer aujourd'hui, c'est la réglementation. Et pour en savoir plus, nous avons avec nous docteur Nadia Abou Abdallah. Donc, vous étiez directrice de la production au ministère de l'industrie pharmaceutique. Vous êtes pharmacienne aujourd'hui à l'hôpital. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire enfin, de plus par rapport à la réglementation et puis aux standards internationaux, ce qui pourrait être justement un levier de sécurité, de garantie, si je peux le dire? Je remercie tout d'abord les laboratoires, les organisateurs de nous avoir mis autour d'une même thématique. C'est une initiative que je salue complètement. Elle est nécessaire, elle est également essentielle et elle repose sur une exigence de fond qui consiste à démontrer la qualité en toute transparence et de manière crédible et de prouver aussi que nous sommes à la hauteur des enjeux qui nous sont confiés. Alors, pour un petit tour d'horizon, j'aimerais quand même préciser que il y a eu une nette évolution des établissements fabricants de médicaments anticancéreux qui généralement sont dédiés à cette catégorie de produits, ces dernières années en tous les cas. Il faut savoir que c'est une catégorie de produits qui est très particulière en termes d'exigence. Donc le médicament est déjà exigeant. Les médicaments anticancéreux sont d'autant plus exigeants parce que ça expose à différentes contraintes, aussi bien technologiques que commerciales. Ce sont des produits qui, au-delà d'être essentiels, sont des produits critiques. Ils jouent un rôle très important en termes de souveraineté nationale. Ils ont un impact clinique qui est relativement immédiat et ils ont aussi une forte voix politique. Alors, ils jouent un rôle prépondérant dans notre souveraineté sanitaire. Et ils sont soumis à un certain nombre d'exigences, comme je le disais. On a noté une évolution qui est notable, mais il faut savoir qu'il faudrait concentrer nos efforts actuellement sur les opérateurs qui sont actuellement en exploitation pour pouvoir mutualiser leurs capacités et les rationaliser. Pourquoi? Parce que tout simplement, les volumes commerciaux sont relativement limités, les conditions de production sont drastiques, il y a des conditions qui sont liées à la qualité du produit, mais également à la sécurité de l'environnement. Ce sont des investissements qui sont colossaux, la réglementation ne cesse d'évoluer en la matière et par-dessus, nous avons le challenge justement d'apporter une information complémentaire et plus soutenue à la fois aux praticiens, mais également aux patients en termes de sécurité relative à ces produits. Donc, nous avons une notion de qualité perçue
par le patient, mais également par le prescripteur, qui est généralement basé sur des notions subjectives liées à l'expérience, l'environnement, etc. Et nous devons switcher vers justement cette qualité réelle. Et pour justement apporter cette confiance aux prescripteurs et aux patients, il faut apporter un travail supplémentaire. Justement, un de vos chevaux de bataille, c'était les bonnes pratiques de fabrication. Absolument. Pour lesquelles vous tenez absolument quand vous étiez au ministère de l'Industrie pharmaceutique. Qu'en est-il aujourd'hui, justement, par rapport à ces bonnes pratiques de fabrication qui peuvent être un gage de sécurité pour le patient, pour le prescripteur et pour même l'industrie d'une manière générale? Alors, c'est une obligation réglementaire tout d'abord. C'est une obligation réglementaire, une obligation de conformité, mais c'est aussi, ça fait partie du pacte de confiance que nous avons avec les utilisateurs et avec nos patients. En termes de bonnes pratiques de fabrication, il faut se dire que cette catégorie de produits, c'est une catégorie spécifique qui se place au-dessus des exigences des bonnes pratiques de fabrication en termes de sécurité. Donc ce sont des technologies qui sont particulières, avec des technicités particulières, avec des énergies qui sont colossales pour justement maîtriser les environnements. C'est le laboratoire là où on est assure la phase de développement au complet. Donc c'est une sécurité supplémentaire sur les phases de commercialisation. Les bonnes pratiques de fabrication, il faut du temps, il faut aussi de la conviction. Et c'est une politique généralement qui est affichée par l'opérateur. Effectivement, donc une des exigences aussi, c'est les études de bioéquivalence. Je reviens vers vous, Dr Chanderly, pour nous parler un peu de cet aspect qui est important, qui sont les études de bioéquivalence. Qu'en est-il justement dans votre laboratoire ? Dans notre mission, dans notre optique, le malade a été toujours au centre de nos intérêts. C'est pour ça que nos produits, avant même que ça soit légiféré et obligé les laboratoires à établir des études de bioéquivalence, Democedes s'est lancé dans ces études de bioéquivalence pour évaluer la qualité de ces produits et être sûr de délivrer sur le marché des produits de qualité. Dans ce cas, nous avons choisi des laboratoires et des centres agréés américains et européens pour évaluer nos produits. Et Dieu merci, aujourd'hui, nos produits ont été évalués selon des standards équivalents à des standards américains, et nous avons mis sur le marché des produits actuellement où nous sommes sûrs qu'ils sont de qualité. Je peux être fier de le dire, en Algérie, aujourd'hui, nous avons pu mettre à la disposition de notre population des produits qui peuvent donner confiance et lutter contre cette méfiance qui s'est installée contre les produits algériens, produits localement. Nous n'avons rien à envier aux laboratoires étrangers et aux génériqueurs étrangers. Nous avons développé, étudié, analysé et enfin validé par une contre-expertise étrangère nos produits et qui sont enregistrés sur le marché aujourd'hui. Oui, effectivement, donc les études de bioéquivalence de toute façon sont obligatoires pour certains produits, pas tous. Et c'est aussi un des points de renforcement. Je reviens vers Dr Bouabdallah. Quels sont les autres points de renforcement justement de cette qualité, de cette sécurité de ces produits qui sont quand même des produits importants? Alors, par rapport au point de renforcement aussi bien de la qualité, mais également de la pérennité de cette industrie qui pourrait justement être fragilisée si le contexte ne la supporte pas, il va falloir renforcer tout ce qui est partenariat. Alors à différentes échelles, que ce soit les partenariats locaux, parce qu'il ne s'agit pas d'accorder une prolifération qui serait non stratégique de ce type d'installation, mais plutôt de renforcer justement les collaborations internes et également les collaborations externes via des partenariats stratégiques qui pourraient justement nous assurer une disponibilité de médicaments qui soient innovants et faire bénéficier justement nos patients d'opportunités thérapeutiques nouvelles. Il y a également la notion de visibilité qui doit être donnée à ces opérateurs qui ont consenti de lourds investissements et qui consiste justement à leur donner un marché
plus stable et une visibilité beaucoup plus lointaine pour qu'ils puissent adapter leur business plan, je dirais, et mieux se projeter et mieux calculer leurs investissements. Alors pour cela, il va falloir s'ouvrir avec beaucoup de prudence, évidemment, au marché de l'officine, mais également reconsidérer les modalités d'accès vers les marchés hospitaliers. Une fois qu'on aura obtenu une certaine maturité industrielle, on pourra se projeter vers des projets d'exportation. Pour cela aussi, il va falloir qu'il y ait une démarche très spécifique, renforcer les conditions relatives à réglementaires, d'une part. Il faudrait qu'elles soient harmonisées avec les exigences internationales. Donc tout ça pour dire que la qualité ne se déclare pas, mais elle se démontre. Absolument. Et voilà, donc il faut aller vers cette démarche de démontrer la qualité, et elle se démontre à travers des données qui soient factuelles, tout simplement. Effectivement, d'ailleurs, c'est des molécules qui arrivent déjà en officine, et certainement, d'autres y arriveront. Donc, docteur Derwish, vous qui êtes pharmacien pharmacologue du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, membre de l'Association nationale des pharmaciens, l'ANFA, qu'est-ce que vous en pensez, notamment à l'expérience du pharmacien d'officine qui dispense ces produits, où on exige réellement aujourd'hui les points de renforcement aussi en termes de qualité et d'accompagnement des patientes? Merci pour cette question très pertinente. D'ailleurs, c'était un point où l'Association nationale des pharmaciens, qui touche tous les corps de métier de la pharmacie, pas uniquement de la pharmacie d'officine, tient énormément, étant donné que ce médicament, ce type de traitement délivré en officine est l'occasion de promouvoir justement l'exercice professionnel de la pharmacie et le faire évoluer vers un autre niveau. Étant donné que la délivrance classique d'un médicament, c'est-à-dire le fait de remettre un médicament à un patient, n'est plus suffisant. C'est-à-dire que le pharmacien, en tant que professionnel de la santé, dans le cadre de ces thérapies, qu'elles soient hormonales ou autres, généralement certes délivrées chez des patients qui le prennent par voie orale, nécessite de la part du pharmacien un accompagnement particulier. Quand je dis un accompagnement, il y a l'accompagnement informationnel, c'est-à-dire les informations que le pharmacien donne au patient pour optimiser ce traitement, le rassurer, aussi bien sur son efficacité, sa qualité. Surtout, il y a effectivement des patients qui peuvent être réticents des produits fabriqués localement. Donc, même cette notion qui peut paraître savante de bioéquivalence, c'est aux pharmaciens justement d'officine de la vulgariser pour rassurer. Et rassurer le patient est un élément important non seulement pour le confort de ce dernier, parce que le confort psychologique fait partie intégrante du confort général du patient, et surtout, c'est pour assurer l'observance, c'est-à-dire inciter le patient à respecter le schéma thérapeutique prescrit par le médecin. Donc, raison de plus pour que le pharmacien joue son rôle pour rassurer, informer, accompagner et éventuellement évaluer aussi, parce que tout médicament peut être concerné par des problèmes de sécurité. C'est au pharmacien qui est le professionnel le plus accessible aux malades, si jamais il y a un problème de qualité pharmaceutique, de tolérance éventuelle, qui peut toucher aussi bien les produits de référence Princeps que des produits génériqués, c'est au pharmacien de jouer ce rôle d'intermédiaire pour avertir sur des éventuels soucis. Tout à fait, tout à fait. Il est admis aujourd'hui que le pharmacien, quand même, est un acteur actif dans le système de santé. Vous le dites, vous, au sein de l'ANFA, ou d'autres pharmaciens le disent. Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire qu'on peut élargir cette liste de ces produits anticancéreux qui sont quand même, on le répète, c'est des produits cytotoxiques. Est-ce qu'aujourd'hui, le pharmacien d'officine peut assurer, justement, vous venez de le dire, mais est-ce qu'on peut élargir cette liste de molécules? Alors, la marge de manœuvre de l'élargissement, elle existe, c'est clair. Même au niveau international, c'est quelque chose qui a tendance à se généraliser, mais il faut quand même encadrer cette pratique. On ne peut pas généraliser pour généraliser. La généralisation, d'abord, doit répondre à un besoin. Ce besoin, c'est le besoin de proximité d'abord, c'est-à-dire rapprocher le patient de la source de délivrance du médicament.
bien sûr, cette délivrance doit se faire dans les conditions médicales optimales. Donc, il faut s'assurer que cette généralisation, qui peut être légitime, c'est une revendication de beaucoup d'organisations professionnelles de pharmaciens, surtout les pharmaciens, nos collègues d'officine, mais néanmoins, cette revendication doit répondre à un besoin et surtout doit être encadré. Donc ne peut se faire que de manière progressive, peut-être avec des pilotes, avec des retours d'expérience, avec des comparaisons, avec des évolutions à l'international qui peuvent petit à petit justement promouvoir justement la délivrance des médicaments anticancéreux, pas nécessairement cytotoxiques. Il y a des produits d'hormonaux, comme ça est le cas de l'anastrazole, des produits certes un peu plus agressifs, des produits d'immunothérapie ou de thérapie adjuvante. Tout ce panel peut petit à petit, avec une approche vraiment du cas par cas, peut être généralisé pour une délivrance officinale, tout en respectant la prérogative du médecin prescripteur, ça sera l'oncologue ou l'hématologue selon les cas, et en collaboration avec nos collègues hospitaliers, bien sûr. Bien sûr, c'est ce qui permettra aussi un meilleur accès à ces médicaments et puis peut-être rendre un peu pour le patient plus accessible en proximité ces produits chez son pharmacien de quartier. Donc, ça sera encore plus facile. Le but, c'est de faciliter la vie du malade. C'est clair que la proximité, même les associations des malades, mes collègues en parleront, ça fait partie des revendications légitimes, mais néanmoins, toute revendication, aussi légitime soit-elle, ne peut être satisfaite aux dépens d'autres paramètres, qu'ils soient sanitaires, économiques ou tout simplement réglementaires. Vous avez raison, d'ailleurs, le patient est au cœur de tout ce débat, qu'il soit au niveau de l'industrie, au niveau du pharmacien, mais le patient, c'est lui-même, enfin, c'est lui qui est concerné directement. Et pour cela, nous avons la représentante de l'association MLCPMC, Hamida Ketab, qui est secrétaire générale donc, de l'association ML. Hamida, dites-nous un peu comment vous, en tant qu'association, votre perception par rapport à la fabrication de ces médicaments localement et qui sont maintenant en officine. Votre point de vue par rapport à ça? Merci. D'abord, je tiens à remercier le docteur Chenderli des laboratoires d'Hémocedes pour cette invitation et qui nous a permis justement, en fait, qui va permettre d'écouter un peu la voix des patients, qui est très importante, un critère très important justement pour connaître un peu les leviers pour renforcer cette confiance envers ces produits qui sont fabriqués localement, surtout les anticancéreux. En fait, d'abord, il faut connaître les craintes des patients atteints de cancer par rapport à ces produits qui sont fabriqués localement. En fait, on a d'abord un problème, un manque de transparence. Le manque de transparence, c'est par rapport on n'a pas un accès à l'information, une information fiable, crédible, directe et tout, concernant par exemple l'origine du produit, comment il est fabriqué, l'origine de la matière première, même par exemple le contrôle de qualité, ça c'est important de le savoir. Aussi, il y a le manque de confiance, par exemple, il y a un doute par rapport, par exemple, à la qualité, l'efficacité du produit, parce qu'au fait, on a cette perception on va dire, le fait maison. Quand c'est un produit local, on pense qu'il est fabriqué, au fait, maintenant, c'est un produit, il est moins scientifique, moins efficace, il n'a pas, au fait, il n'a pas, il suit pas, au fait, les normes internationales. Alors, on a cette notion, ce doute. Des idées reçues, au fait. Hein, tout à fait. Et ça, pourquoi? Parce qu'au fait, on a des informations contradictoires par rapport à des produits qui sont fabriqués localement. Il y a certains, par exemple, et ça c'est une vérité, il y a certains produits, par exemple, qui sont déconseillés dans certaines structures hospitalières. Par exemple, il y a des médecins, c'est des médecins traitants et tout, par exemple, qui déconseillent le patient, ils disent non, ma tchilish ta dzaïr, essayez le quand c'est encore mieux. Alors qu'il y a une autre information mais bien sûr, c'est le manque, qui met le doute au fait. Mais bien sûr, c'est le manque d'information par rapport aux produits de la part des professionnels de la santé. Au fait, l'information. Alors justement, il faut dissiper toutes ces craintes, c'est donner au fait accès à l'information, une information fiable. On aura un accès à l'information fiable, crédible et tout. Par rapport à ces produits et à la fabrication, donner aussi un espace d'échange d'expérience pour les patients, parce que c'est important d'avoir un retour justement des patients. Le patient, en fait, c'est le plus important. Alors, ça serait bien de faire des évaluations
post-commercialisation des produits pour voir réellement la perception, le retour des patients. Ça, c'est important. Informer, communiquer, c'est important. Et le maillon le plus important, c'est le patient, bien sûr. Bien sûr, vous avez beaucoup insisté sur la disponibilité des médicaments et un des leviers, c'est la production nationale. Tout à fait. Donc on dit que la souveraineté, Nadia aussi, on a parlé tout à l'heure, c'est la souveraineté nationale. Bien sûr, et c'est un acquis, la fabrication. Quand on a réellement un bon produit qui est fabriqué localement, déjà on a une assurance par rapport à la disponibilité, la qualité, l'efficacité et tout. Et on a même les moyens de traiter beaucoup plus de patients et tout. Et donner au fait cette égalité, cette égalité à l'accès aux soins à tous les patients. Parce que des fois, quand par exemple c'est des produits qui sont importés, on n'a pas assez de produits, ils ne sont pas disponibles. Alors vous savez, des fois dans les grandes villes, les grands CHU et tout, il est disponible. Par exemple, à l'intérieur du pays, on ne le retrouve pas et tout. Et là, ça donne par exemple ces deux poids, deux mesures par rapport à l'accès aux soins aux patients. Mais ça, quand on a un produit qui est bien fait, qui répond aux normes internationales, ça veut dire qu'on a une égalité, on va assurer une égalité, un accès vraiment, une égalité et une équité à l'accès aux soins à tous nos patients. Et ça, c'est important. Oui, effectivement, Madame Ketab, la disponibilité en officine est aussi un des moyens qui permettent aux patients de trouver son traitement. Bien sûr. Et l'élargissement de la carte Chifa, qui a été quand même un des moyens qui aide aujourd'hui les cancéreux à avoir leurs produits. Mais bien Vous sûr. confirmez. Mais bien sûr, toujours, ça permet d'améliorer la prise en charge, on va dire de permettre même aux patients l'équité toujours, on est dans l'équité, l'égalité, mais surtout par exemple par rapport aux patients qui résident par exemple dans les zones enclavées, dans les zones éloignées et tout. Vous savez que c'est pas évident parce que des fois on est obligé, par exemple si je vous parle d'Adraroula, on est obligé de faire des kilomètres et tout pour venir récupérer des produits qui ne sont pas disponibles par exemple sur place, que ça soit au sud ou ailleurs et tout. Mais des fois même dans les grandes villes, et c'est pas évident des fois quand le produit n'est pas disponible. Mais si on a par exemple ces produits qui sont bien faits, c'est des produits qui sont fabriqués localement et tout, c'est des produits sûrs, c'est nos produits, ils sont là et tout. Alors, on peut vraiment changer toute la carte de la prise en charge des patients et on va donner vraiment une chance parce qu'au fait, la réalité du cancer a changé. Maintenant, on peut parler de guérison d'emblée dans certains cancers, surtout, par exemple, on parlait du cancer du sein tout à l'heure et tout. C'est un des cancers où on peut parler d'emblée de guérison et tout. C'est un des cancers qui est, d'ailleurs, maintenant, il a été reclassé par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé. Il est parmi les maladies chroniques qu'on peut vivre, on peut guérir d'un cancer et tout, chose qui n'est pas possible, par exemple, pour un diabète ou l'hypertension. Maintenant, on peut parler de guérison dans le cancer, surtout, par exemple, pour le sein. Alors, si on a tous ces moyens, on a tous ces outils et tout, alors ça va vraiment permettre de bien prendre en charge et on merci. est... Effectivement, merci Hamida. De toutes les façons, l'État a mis en place tous les mécanismes qui puissent justement... C'est juste une question d'organisation et de gestion. Peut-être qu'il faut... Bien sûr. Faut qu'on revoie. La preuve est là. On a des produits qui sont fabriqués localement, par exemple Democedes et tout. Et c'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est possible. Il faut juste bien organiser les choses et tout. Et c'est bien sûr, mais maintenant, il reste les financements de ces produits. Et nous avons la chance d'avoir parmi nous aussi deux représentants de la sécurité sociale, les bailleurs de fonds, on peut les appeler comme ça. D'ailleurs, le forfait hôpital, peut-être qu'il va changer. Peut-être c'est un mécanisme aussi qui ne répond pas à toutes les problématiques qui se posent en hospitalier. Et il y a aussi le conventionnement avec les officines qui règle énormément le problème de la dispensation des médicaments. C'est quelque chose d'extraordinaire et je pense que nous avons un des meilleurs systèmes dans les pays arabes. D'ailleurs, ce n'est pas évident. Un mot... C'est né au monde. Peut-être au monde, exactement. Bokrine, peut-être un mot par rapport à ça. Tout d'abord, j'aimerais remercier le laboratoire Democedes d'avoir pensé à inviter la CNAS pour parler aussi de la prise en charge des patients atteints de cancer. C'est vrai que nous les prenons en charge en qualité d'assuré social. Il faut le dire, c'est très important. Les différents intervenants ont parlé de la prise en charge de ces cancéreux au niveau des officines, donc l'acquisition des médicaments, mais il n'y a pas que ça. La CNAS offre un panel de prestations qui permet à ses assurés d'avoir une prise en charge, on va dire, optimale. Et il faut savoir que si le malade atteint de cancer a la qualité d'assuré social, donc il ouvre droit aux prestations, ce qu'on appelle aux prestations en nature et aux prestations en espèces. Oui. Donc s'il est assuré social et il est atteint de cette pathologie, la CNAS lui garantit son salaire en cas où il est contraint d'arrêter son travail. Et
aussi les frais pharmaceutiques, tout ce qui est appareillage, tout ce qui est rééducation et tout. Donc, c'est ça les prestations en nature. Et nous assurons aussi des axes de prévention et de dépistage à travers les structures de la CNAS. Nous avons nos propres structures. C'est les structures sanitaires de la CNAS qui assurent des actions de dépistage en faveur de cette catégorie d'assurés sociaux. Et nous prenons aussi, dans le cadre des prestations en nature aussi, les ayants droit des assurés sociaux. Il faut pas les oublier aussi. Il n'y a pas que les assurés, il y a aussi leurs ayants droit. Donc la couverture, on peut considérer qu'elle est assez large. Et pour faciliter l'accès, et on revient aux pharmacies, nous avons passé des conventions depuis les années 90 avec les officines pharmaceutiques qui permet la prise en charge des malades cancéreux. Et là, je laisserai la parole à ma collègue du contrôle médical pour pouvoir parler beaucoup plus des médicaments. Et en même temps, la convention avec les officines pharmaceutiques. Nous avons aussi des conventions avec des cliniques de cardiologie, des cliniques pour l'exploration de aussi. l'exploration au niveau de nos structures. Donc, Oui, peut-être, oui, Madame Zaït pourra éventuellement nous rajouter quelques points par rapport au remboursement, d'autant plus que nous venons de parler de ces molécules qui étaient en hospitalier, mais qui sont passées aujourd'hui en officine. Et l'officine, sachant que il y a des conventionnements avec la sécurité sociale, comment aujourd'hui est organisé justement ce remboursement? Bon, le remboursement, merci beaucoup pour la question. Concernant le remboursement des médicaments, c'est-à-dire qu'un malade, quand il est déclaré cancéreux, il va bénéficier déjà de la prise en charge à 100%, donc dans la totalité de ses prestations. Et entre autres, c'est le médicament. Donc le médicament est pris en charge à 100% et il est dispensé directement au niveau de l'officine pharmaceutique sans avancer des frais parce qu'il est pris en charge. C'est le tiers payant. Dans le cadre du tiers payant. Et là, donc, tous les médicaments qui figurent dans la liste des médicaments remboursables et qui sont destinés aux malades cancéreux sont dispensés à n'importe quelle pharmacie et sans aucun frais. Voilà. Donc, tous les médicaments, voilà. Il y a eu même d'autres mécanismes qui ont été mis en place, notamment les non-assurés sociaux, pour lesquels nous avons, la CNAS a mis à disposition des cartes chiffon pour pouvoir justement... pour pouvoir bénéficier des mêmes avantages. C'est un mécanisme qui est maintenant rentré en machine, ça y est, il roule sans problème. Oui. Donc, tous les assurés... Il faut préciser uniquement les frais pharmaceutiques. Les pharmaceutiques, c'est juste les médicaments qui figurent sur la liste des médicaments remboursables, qui sont pris en charge et qui sont dispensés au niveau de la pharmacie, selon les instructions de Monsieur le Président de la République. Oui. Donc, c'est des produits quand même qui sont produits localement, fabriqués localement, et donc c'est pour arriver à ce rapport de confiance entre professionnels, partenaires, industriels. Des leviers sont importants et des défis plutôt à relever. Et on a cité donc entre autres la qualité. Nadia en parlait sur la qualité et la réglementation qui est aujourd'hui très importante pour justement assurer des bonnes pratiques de fabrication. Donc c'est un des points qu'on peut retenir, docteur, par rapport à cette confiance qu'on peut peut-être renforcer, parce qu'elle y est déjà, mais juste il faut la renforcer entre professionnels et patients et industriels. Et cette table ronde que vous avez tenu à organiser sur le site, sur votre site industriel, qui ouvre quand même franchement, c'est une première et c'est quelque chose de très très bien parce que c'est un débat que vous avez voulu être franc et transparent. Exactement. Donc, dès le début de notre démarrage de Démocedes, nous avons remarqué auprès de la population algérienne une certaine méfiance vis-à-vis des produits locaux. Et ce qui est tout à fait normal, puisqu'il y a un manque d'information, un manque de transparence, disons, vis-à-vis du patient et des professionnels de santé. C'est pour cela que j'ai initié cette table ronde avec des experts de renom pour pouvoir échanger et trouver le processus le plus adapté pour transmettre l'information que ici nous arrivons aujourd'hui à avoir les critères et la rigueur et les standards
qui existent ailleurs pour produire des médicaments de qualité. Et je vous assure que j'inviterai toute personne qui voudrait découvrir pour avoir l'assurance que ce qu'il est en train de prendre, ce sont des produits conformes. On vous remercie et ça nous rassure franchement. Et donc, si on arrive au terme de cette table ronde, un peu des points de vue des différents acteurs, on peut retenir quand même 3 à 4 points essentiels. Si aujourd'hui on doit aller vers cette confiance et cette relation de confiance entre passion professionnelle et industrielle, il est important de renforcer déjà la gouvernance et la réglementation qui est importante. On a dit qu'il y a un problème d'organisation parfois. L'État a mis tous les moyens, que ce soit en médicaments, que ce soit en dispositifs, que ce soit en équipement dans les structures hospitalières. Mais le problème parfois c'est l'organisation, le médicament n'arrive pas. Et aujourd'hui, l'intérêt qu'on doit porter à la qualité qui est importante, c'est le partenariat public-privé qui est aussi important. Il y a aussi un troisième point que nous avons retenu, c'est le fait que les bonnes pratiques de fabrication qui soient respectées par les industriels de manière très rigoureuse, et c'est important. La communication pour informer le patient, qui doit être impliqué aussi avec sa participation complète dans tout ce processus pour aujourd'hui rassurer nos patients. Et puis bien sûr, nous avons les financements qui sont importants avec leurs mécanismes institutionnels qui sont aujourd'hui en solidarité avec les patients pour qu'ils puissent avoir accès aux médicaments et bien sûr assurer une équité qui est prônée par nos systèmes de santé de toutes les façons. On est tenu d'assurer les médicaments, les traitements. Et donc on arrive au terme de cette table ronde. On vous remercie et puis à la prochaine. Et merci. Merci à vous. Merci.